Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Pierrette Bloch. Le propos va être assez ouvert parce que l'idée de cet échange est de permettre peut-être à un certain nombre d'entre vous de mieux, disons, appréhender le travail à travers justement le prisme et le regard de ceux qui se sont penchés sur lui pour le dire. Je vais commencer par une question très simple à mes deux voisins et tout d'abord à vous, Julie. Une question vraiment très simple. Dans quel contexte vous avez rencontré la première fois le travail de Pierrette Bloch? Alors, j'en ai vu quelques-uns chez des collectionneurs suisses, puis par la suite chez Carsten Greve. Et donc, immédiatement, j'ai été très impressionnée par les potentialités de point de vue transversal que évoque cette œuvre, aussi bien au niveau philosophique, puisque on parle de notions de temps, d'espace, qui peuvent effectivement être interprétées philosophiquement, et également au niveau cinématographique. Je viens effectivement aussi du milieu du cinéma, et je peux parler en termes d'impression vraiment noir et blanc. Et par rapport à différentes périodes de son œuvre, de série. Donc je ne sais pas si vous voulez que j'évoque tout de suite cette... C'était juste pour placer un peu comme ça. Voilà. La première, c'était à quelle époque que vous avez vu ce travail pour la première fois? Écoutez, ça doit faire 15 ans, et la revue Accrochage il y a en 2012, je crois, 2013. Voilà. On va revenir ensuite évidemment sur le contenu. Fox, vous, c'est dans quel contexte? Bon, il y a à peu près 10 ans, et première chose, je suis désolé pour mon français, mais je fais le mieux possible. Il y a à peu près 10 ans, j'étais à Paris pour écrire la biographie de Le Corbusier. Et le directeur de la Fondation Le Corbusier m'a dit qu'il y avait à Paris une femme à qui appartenaient deux aquarelles de Le Corbusier parce qu'il a fait l'intérieur de la maison de ses grands-parents dans la Chaux-de-Fonds, en Suisse. Donc, j'ai pris la connaissance de Pierrette Bloch. Je n'avais aucune idée qui elle était comme artiste. Je suis désolé à le dire, mais c'est la vérité. À ce moment, je suis entré dans son appartement et elle ne parlait pas du tout d'elle-même ou son art. On a vu des tableaux de soulage. Elle m'a montré les choses que Le Corbusier a fait pour sa famille. Ça faisait partie de quelque chose de très intéressant pour moi au sujet de Le Corbusier parce que, comme vous le savez, peut-être il y a 1 ou 2 ans, il était accusé beaucoup de l'antisémitisme. Et à cause de les aquarelles de la famille de Pierrette, j'ai lu beaucoup de lettres qu'il a écrites à sa mère à propos de leur vie à la Chaux-de-Fonds. Et il a dit à sa mère, qui était protestante, tu sais maman, vous les protestantes, vous ne faites rien pour la culture. Ce n'est que les Israélites qui ont du cœur et qui sont généreuses. Et c'était à propos de cette famille. En tout cas, j'ai parlé avec Pierrette et d'un coup j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup ému, fait en ficelle, et j'ai posé la question, mais qui a fait ça? Et avec ce sourire que j'adore toujours, elle m'a dit, c'est moi. et on a commencé, bonsoir. Et on a commencé à
discuté un peu son art. Et moi, en tant que directeur de la Fondation Albert, j'ai posé la question, est-ce que vous savez qui était Annie Albert? Oui, bien sûr. Et elle m'a montré quelque chose de plus sur papier. J'étais tellement ému. Et pour moi, j'ai une question, c'est devenu une question de plus et plus important pour moi dans ma vie. Et ce n'est pas l'histoire d'art, ce n'est pas un sujet académique, mais c'est vraiment pourquoi on est ému, on est beaucoup ému par quelques objets d'art et pas d'autres. Et je suis en train d'écrire la biographie de Mondrian. Je sais que quand j'avais 10 ans, j'ai vu un Mondrian au musée Wadsworth Atheneum à Connecticut. J'ai dit à mon père que j'ai vu un tableau qui pour moi c'était comme faire du ski ou aller dans les montagnes. Je n'avais aucune idée qui était l'artiste. Mais ce tableau me donnait beaucoup de bonheur. Fox, et je suis en train de réfléchir pourquoi. Oui, une phrase de plus. Et pour moi, la question très importante, c'est pourquoi quelques-uns parmi nous entrons cette exposition et on a des sensations, un calme, une qualité que je trouve absolument éblouissante. Camille Morino, donc, qui nous a rejoint. Camille, je posais une simple question d'emblée, comme ça, pour rentrer dans le jeu. C'est dans quel contexte vous avez rencontré la première fois le travail de Pierrette Bloch? Alors, en tant qu'historienne d'art, c'est une question compliquée. Dans quel contexte je l'ai montré, peut-être pour la première fois, c'est plus simple pour moi de répondre. C'était au moment de l'exposition Elle, au Centre Pompidou. Une expo, c'est pas vraiment une exposition, c'est une présentation des collections permanentes qui a rassemblé environ 300 artistes femmes et 1000 œuvres pendant presque 2 ans. Et Pierrette Bloch était évidemment dans la première édition de ce projet, dans un chapitre qui s'appelait Excentrique Abstraction, du nom, vous savez, d'un article célèbre de Lucie Lippard, qui consistait à réinterroger l'histoire de l'art avec de nouveaux concepts, de nouveaux paradigmes, pour y intégrer certaines artistes femmes qui en avaient jusqu'ici été exclues. Et cette idée d'abstraction excentrique, pour moi, c'était évident qu'il fallait que Pierrette y soit présente à côté de Louise Bourgeois, de Yayoi Kusama, d'autres grandes artistes de ce siècle, pas assez reconnues, pas assez citées. Et je me rappelle très bien en regardant son travail, vous savez, quand on est conservateur, on va dans les réserves, on fait ce qu'on appelle des allées-voir dans notre jargon avec des conservateurs, des conservatrices, on observe l'œuvre, on la tient, on la touche, on la déplie en l'occurrence, on se demande comment on va l'installer, où, avec quelle lumière, avec quel cartel, avec quel texte. Donc on a un rapport à la fois physique et intellectuel avec l'œuvre. Et je me rappelle très bien de m'être posée avec l'œuvre de Pierrette et avec d'autres, la question de comment l'invisibilité rend finalement visible, comment ce qui est difficile à voir, ce qui est modeste, ce qui joue sur ce registre de l'invisible d'une certaine manière, ou du ténu, rend l'œuvre extrêmement forte, comment ça devient en fait une force, comment le silence peut se transformer en quelque chose d'extrêmement puissant. Et quel rôle aussi joue la conservatrice ou conservateur de musée, l'historien d'art, pour rendre visible l'invisible. Donc c'est dans ce contexte en fait que j'ai commencé à mieux regarder autrement, mettre des mots sur et surtout me poser la question du public important, des visiteurs, de montrer, mieux montrer. Alors mettre des mots sur, justement, je me suis donné comme exercice de regarder un peu comment un certain nombre de publications à propos de l'œuvre de Pierrette sont amenées par le titre. Et je voudrais vous les livrer parce que peut-être cela
va nous permettre de rentrer vraiment dans une réflexion sur ce travail. Donc, ça n'est qu'un choix, bien sûr. Hein. Donc, il y a par exemple ligne d'encre, ligne de crin, ça c'est pas très étonnant. J'ai relevé secrètement, j'ai relevé d'un travail de réserve, de fil en fil, écrire l'espace, le corps exténué, dans le secret du silence, le tout dans le rien, scansion du temps, l'écriture et son double, un point, c'est tout. Alors, cette liste comme cela, livrée de manière un peu brutale, c'est pour mettre en exergue, il me semble, un certain nombre d'enjeux qui caractérisent le travail de Pierrette Bloch dans cette façon de constituer un art qui joue beaucoup dans les extrêmes, entre le peu et l'infini, entre le méditatif et le contemplatif, le compulsif aussi, le noir et le blanc, on l'a dit. Je voudrais donc me tourner vers vous et Julie, je sais que par exemple, vous l'avez dit, là, vous l'avez évoqué, il y a cette dimension cinématographique qui vous intéresse plus particulièrement. Est-ce que vous pouvez développer et nous dire un petit peu comment vous l'appréhendez? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des pièces comme ligne de papier, hein, c'est ça, je n'écorche pas. Ligne de papier. Hein, ligne d'encre, ligne de crin. Oui, alors ligne d'encre. Effectivement, alors on a des lignes d'encre tracées dans la continuité, on a des tâches ou des ponctuations répétitives, mais à chaque fois non identiques. Et ce qui est intéressant peut-être de mettre en perspective, c'est la pellicule cinématographique. Dans sa longueur, insinue le temps. Voilà. Dans son déroulé. Son déroulé, oui. Alors son déroulé, hein, c'est-à-dire que temps de mètres, c'est temps de secondes. Et Pierrette, par son geste, hein, la série de son geste, à l'intérieur même de l'espace non hors champ, mais vraiment dans la continuité de ces lignes, de ces papiers horizontaux, là, eh bien, la ponctuation, le vide, le plein, c'est un peu aussi, ça m'évoque aussi un peu une question de storyboard, hein, sans réduire, mais un storyboard quelque part de la forme ou de la tâche en mouvement immobile, puisqu'on n'est pas dans le cinéma, on est dans la plasticité de la graphie. Et voilà, donc c'est... À un moment, même je me pose la question, à partir de quand on arrête la surface du papier? Est-ce que c'est une limite du papier? Est-ce que c'est une limite... sa propre limite de son geste, hein, voilà, il y a différentes questions. Et de même, effectivement, le côté sérial de son œuvre, il y a quelque chose aussi très cinématographique dans ces formats aussi qui sont simplement des rectangles, hein, pas seulement l'incarnation de ce que pourrait être une pellicule, hein, c'est cette ponctuation, ce moment aussi de vide, hein, que l'on peut retrouver dans des pellicules rayées, que l'on peut retrouver dans des pellicules même tachées, dessinées, mais c'est-à-dire que dans le photogramme, hein, photogramme par photogramme, si la forme ne bouge pas, photogramme par photogramme ne bouge pas dans la composition du photogramme, ça fait un plan fixe. Enfin, ça fait un voilà. Et je sais pas, il y a quelque chose qui donne
ce que j'appelle maintenant, mais c'est un peu un jeu de mots, je ne sais pas si vous allez apprécier, Perrette, ce bloc-temps, voilà, il y a une incarnation comme ça de l'espace-temps. Alors la différence que je vois, moi personnellement, à vous écouter, par rapport à la question du cinéma, c'est que d'abord dans le cinéma, il y a narration. Alors là, il y a on est, évidemment narration, narration voilà, totalement privée de tout cela. Oui. Et peut-être aussi l'idée justement que dans la déclinaison des images secondes de la bande film, on est plus dans l'idée de la suite que de la série, compte tenu justement de la narration. Oui, parce que la pellicule, elle accroche photogramme par photogramme, voilà. Donc c'est une suite de photogrammes, oui, voilà. Si on va particulièrement dans la physique de la pellicule. Oui, dans la nature physique de la pellicule. Oui. Mais c'est vrai que c'est assez difficile à communiquer. Mais en même temps, c'est intéressant, parce qu'effectivement, il y a la scansion, il y a le rythme. Il y a la ponctuation. Il y a la ponctuation, son rapport au temps. Sans être dans l'écriture, sans être dans la signification, c'est comment saisir l'insaisissable et aussi sans le figer et ce mouvement fixe. Voilà, parce qu'on est dans l'art, on n'est pas dans le 7e art. Quoi. Voilà. Tout à fait. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à répliquer, peut-être, Fox ou Camille? Ce que j'aimerais dire, c'est tout à fait vrai. Je suis sûr qu'on peut faire des comparaisons entre ces tableaux et le cinéma. On peut aller très loin dans cette démarche. Mais pour moi, ça n'a pas la même importance que ce que vous avez dit à propos de cette qualité de silence et force. Et pour moi, ça me donne beaucoup d'aide à comprendre cette forme de beauté. Pour revenir à mon question principale, et parce que c'est vraiment ça, et aussi l'absence de quelque chose, et les qualités de ce qui n'est pas là, en même temps de ce qui est là. Ça, c'est vraiment, avec ça, on devient plus proche à ce que l'art qui nous entoure. Peut-être, moi, ce que j'avais envie de dire pour compléter ce que vous venez de dire, c'est que, pour répondre à ta question sur l'écriture, je trouve que c'est un travail qui aussi absorbe, je dirais même l'idée du mot. C'est-à-dire que, mettons qu'on me demande d'écrire un texte sur Pierrette, je serais très ennuyée parce que je trouve que c'est déjà un travail qui est de l'écriture, sans que ce soit de l'écriture lisible. Mais c'est une sorte d'éponge à mots qu'on voudrait écrire, mais que vous écrivez déjà. Et ces peintures scripturales, elles sont, je pense à Saïd Twombly. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, en fait? Et cette question qu'on se pose, elle est justement de l'image déjà. Justement, on n'a rien à dire. Tout d'un coup, notre chic est coupé, ce qui est bien, parce que je trouve qu'on parle trop. Et on est obligé de regarder. On est dans une sorte de contemplation. Forcée, c'est un mot trop violent, mais je veux dire, il y a quelque chose qui est un chemin de contemplation très fort, parce qu'il écarte le mot. Est-ce qu'on n'est pas plus dans l'écrit que dans l'écriture? C'est trop subtil pour moi. Non, c'est pas subtil, ce sont deux mots distincts. Oui, quelque chose. On est avant le langage, de toutes les manières. Je pense qu'il n'est justement ni l'un ni l'autre. C'est ça qui est. On est avant le langage. On est avant le langage. L'écrit ni l'écriture, c'est une sorte de 3e ou 4e notion. C'est Pierrette qui, elle-même, je crois, note quelque part, écriture annulée dès que tracée. Eh ben voilà, comme quoi les artistes ont déjà tout dit, on devrait juste se taire et lui donner la parole. Et pourtant, ce rapport à l'écriture, il existe pleinement aussi, ne serait-ce que parce que par rapport aux lignes de crin, et c'est là où le paradoxe de l'artiste est intéressant, elle parle de ces lignes comme des phrases. C'est ce que j'essayais de dire, pour moi, ces lignes dans l'espace, ce sont, oui, c'est des phrases, effectivement.
Sauf qu'elle y met son corps, hein, quand même. Il y a une notion du corps très forte, du geste. Oui. Et que quand on écrit, voilà, il y a une amplitude. Hein. Et par ailleurs, par rapport au cinéma, je crois que vous avez pris donc des cours avec Monsieur Decroux, qui était proche de Barreau, Les Enfants du Paradis. Hein, j'ai lu ça. Et que vous aviez travaillé cette question du geste en captant comme ça les lignes de force des acteurs, des comédiens, des danseurs même, juste par des traits. Et voilà, il y a quelque chose à une autre dimension par rapport au cinéma qui est aussi importante parce que la ligne s'incarne aussi par le corps, mais a été à un moment donné inspiré, s'incarne par le corps vos gestes, mais aussi inspiré par l'observation des corps. Donc il y a encore un va-et-vient. On est là dans le cinéma, le geste et la transcription, la graphie, hein, voilà, transversale encore. Et par rapport à la question de la musique, qu'est-ce que vous auriez à dire ? Le rapport effectivement au son. Vous parliez du silence, mais finalement, il y a un son aussi dans le travail il y a des murmures, il me semble. Oui, des murmures. La ligne tendue, moi je me rappelle, le crin, c'est comme l'élément de base des cordes pour les instruments. Donc il y a effectivement je pense que chacun projette aussi son histoire et son envie, mais je me rappelle, encore une fois, pour les anecdotes de conservatrice, sortir cette ligne de sa petite caisse qu'on conserve religieusement et de nous dire comment on l'accroche, avec quel clou. Et pour reboucler avec la question du cinéma, est-ce qu'on l'éclaire et comment ? Et voilà. Je me rappelle, quelle ombre disant, est-ce qu'il faut qu'il y ait une ombre ? Et je me rappelle avec mes collègues disant, qu'est-ce qu'on fait ? Ces genres de décisions qu'il faut prendre. Est-ce que l'ombre fait partie de l'œuvre ? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi de ça ? Je me rappelle que j'avais appelé James à l'époque, qui est là quelque part dans la salle, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que l'artiste veut. Et il me semble, dans ma mémoire, que la réponse était, mais vous faites comme vous voulez, comme un musicien à qui on donne une partition. Vous interprétez. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'interprétation. Donc on a la musique. Rejoindre la musique. Voilà. Fox ? Si, je pense que avant quand nous avons parlé un peu, vous avez dit qu'il y a une comparaison avec la musique et je suis absolument d'accord et ça nous aide à mieux comprendre les qualités. Moi, je pense par exemple à j'ai un disque de Wanda Landowska quand elle joue Scarlatti et il y a une qualité de gentillesse, de vraiment poésie, le rythme est absolument parfait, il y a cette qualité de continuité, mais pour moi ce qui est très important, ce sont les choses qu'on ne peut pas expliquer et la beauté qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Pourquoi on peut... Moi je peux entendre Scarlatti joué par Landowski jour et nuit et être dans un monde qui est magnifique et j'ai la même chose ici avec ce qu'on regarde. C'est surtout personnel, je sais, mais ça nous aide à comprendre les qualités. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas établir comme ça, en écho en quelque sorte, aussi un parallèle entre le travail de Pierrette et John Cage. Je dirais presque la totalité de l'œuvre. Il faut dire, pour moi, pas du tout. Et pour vous, pas du tout. Pas du tout, parce que en tant de Camille nous dira pourquoi elle avait laissé entendre que oui. En tant que directeur de la Fondation Albert, j'ai rencontré John Cage 2 fois. Oui. J'étais très jeune.
il m'a traité comme le serviteur ou le chauffeur. C'était, ah oui, alors vous avez une inimitié à l'égard. La première chose, c'est que c'était personnel, mais aussi, il laisse beaucoup à l'hasard, comme vous le savez bien. Ça, c'est Cage. Et il y a trop de théâtre chez Cage au rapport de ce qu'on a ici. D'accord, ben voilà une bonne... Alors Camille, puisque tu laissais entendre que tu pouvais me rejoindre. Non, c'est une coïncidence amusante, parce qu'en venant ici, donc je suis en retard, comme vous l'avez tous noté, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aurais envie de dire ce soir, parce qu'il fallait que je me prépare, que je ne me suis pas préparée, etc. Et je ne sais pas pourquoi, la première idée qui m'est venue, j'aurais envie de parler de John Cage. Pourquoi ? Parce que peut-être, John Cage, ce n'est pas le silence pour moi du tout. C'est comment on écoute les bruits. Et que pour moi, le travail de Pierrette Bloch, c'est ça aussi. C'est comment, après avoir regardé ses œuvres, on regarde les choses autour de nous différemment. Et entre les choses, non ? Oui, entre les choses et entre les choses, je sais pas, quelque chose de l'ordre du comment ça transforme le muscle de l'œil. C'est un rapport peut-être un peu poétique, mais qui m'est vraiment venu, mais comme une espèce d'évidence là. Quand j'étais dans mon taxi en me disant, mon Dieu, je vais arriver en retard. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Voilà, j'avais envie de parler de John Cage. Première idée que j'ai eue. Donc la ça porte m'amuse est ouverte. que vous en parliez. Alors pardon, je ne savais pas que c'était un type épouvantable, certainement, mais c'est quand même malgré tout un grand artiste et qui a écrit des partitions qui sont aussi des œuvres graphiques assez belles, quand même aussi, il y a aussi un travail pictural. Julie, par rapport à John Cage ou sinon à la musique ? C'est la question de l'harmonie et du serial. Cage ou d'autres, je pense qu'à partir du moment où on ponctue l'espace par le geste, il y a une musicalité qui est propre et qui est d'ailleurs très... Je ne veux pas vous faire peur, Pierrette, mais en fait, vous êtes très difficilement imitable pour la question des faux. Des faux Pierrette Bloch. Je pense que ça va être... très difficile, voilà, parce qu'il y a cet investissement du geste qui fait que ça laisse aussi une trace transparente, une trace plus appuyée, et puis qui évolue comme ça dans la continuité, qui fait qu'au bout d'un moment, la trace devient transparente avec l'encre. Enfin, donc, voilà, je pense qu'elle a une musicalité, enfin moi je le vois parce que je suis un peu plus spécialisée sur les questions de faux, elle a une musicalité très particulière qui est inimitable, enfin voilà, sinon ça va être très vulgaire. Et c'est vrai que je me suis posée justement dans la question de la série qu'on peut glisser comme ça des œuvres, des faux, hein, je le vois chez Souter et d'autres artistes, hein, ce qui peut carrément casser voilà, le talent, l'œuvre d'un artiste. Mais là, c'est vraiment difficile parce que chaque dessin, j'ai l'impression, se tient. Maintenant, il n'y a pas encore de catalogue raisonné. On a des catalogues, mais c'est vrai que ça offre aussi une vision d'ensemble, un catalogue raisonné pour voir le processus de développement et les œuvres entre elles, les œuvres clés, hein. Et c'est ce que je me pose aussi, c'est la question des œuvres clés. Mais ça, c'est à l'artiste de... Aussi, on peut avoir nos interprétations. Mais enfin, pour moi, la musicalité incarnée par la graphie et le geste est inimitable. Donc, oui, la musicalité, elle est propre, elle est inimitable. Celle de Pierrette est inimitable, hein. Alors, Puis c'est 50 ans d'œuvre, enfin voilà, il faut se lever tôt, quoi. Alors c'est un truisme de le dire, effectivement, ce qui fonde, je dirais, il me semble, le travail de Pierrette Bloch, c'est cette question du geste que vous... Mais est-ce que c'est le geste ou l'ampleur du geste ? Oui, il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a différents formats, hein, si elles sont exposées, c'est qu'elle estime que ce sont des œuvres. Est-ce qu'il y a des esquisses avant, enfin des recherches, est-ce qu'elles sont détruites ou pas? Mais
L'ampleur, on a parlé tout à l'heure de l'ampleur du geste, oui, c'est sa musicalité, c'est comment elle investit l'espace et le support, mais c'est une énorme maîtrise intérieure et qui va vers l'extérieur. Enfin, c'est ce qui fait son côté inimitable. Mais on va dire ça de chaque artiste, mais ça a l'air comme ça simple. Les petits cercles, les petits points. Les petits points. C'est plus savant que ça. Ah oui, non. L'absorbation, enfin, comment l'encre est absorbée, on sent qu'elle appuie, elle appuie pas. Enfin, il y a l'encre se dilue par elle-même. Donc, comment imiter ça? C'est la musique intérieure de l'artiste. Et il y a un va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, une maîtrise. Alors oui, Kedge, vous voulez intervenir, Fox, peut-être. Je vous en prie. Oui, bon, vous avez invité le directeur de la Fondation Albers, il faut imaginer les opinions très fortes. C'est la geste, c'est l'ampleur du geste. C'est les deux. C'est l'écriture. Les deux. Mais ce sont des mots. Et avec ces mots, cette discussion, pour moi, on commence à être trop loin de les vraies impressions de l'art lui-même. Alors, je vous interromps juste. Pourquoi j'ai parlé de l'ampleur du geste? Ouais. C'est parce que c'est Pierrette elle-même qui, dans un entretien qu'on a fait avant l'expo de janvier, me parlait de la préparation de cette expo, et elle m'a dit qu'elle craignait de ne pas avoir l'ampleur du geste. Elle ne m'a pas parlé du geste, elle m'a parlé de l'ampleur. Mais elle a aussi le geste. Elle a aussi le geste, mais le geste, elle est peut-être sûre de l'avoir. L'ampleur du geste, c'est quelque chose de peut-être un supplément d'âme, on va dire, en quelque sorte. Et elle a fait du mime, elle a fait du mime. Enfin, il y a Attends, vous n'en avez pas fait, non? Alors, quel est le rapport avec le mime? Suivi L'amitié, oui. Je vous ai coupé, ça a été Fox. par des historiens, des biographes, alors voilà, ça m'a... Donc, pardonnez-moi, Fox, je vous ai coupé, mais allez-y, continuez. Non, c'était ça, c'est seulement que... moi, j'aimerais bien avoir les idées des gens qui sont ici, parce que les gens qui sont venus, c'est clair qu'ils connaissent très bien l'art de Pierrette. J'imagine qu'on a des idées très fortes. On ne manquera pas de les interroger après, mais c'est d'abord vous. Alors, Camille, moi je vais me tourner vers vous et on va se placer en historien d'art, ça fait non pas pour faire savant, mais j'avais envie quand même de vous demander de réagir les uns les autres. Tout simplement, je vais chercher chez Kandinsky une séquence qui pour moi est assez forte. Vous imaginez bien que c'est tiré de son ouvrage qui s'appelle Point, ligne, plan. Sinon je ne serais pas dans la note. Et à propos donc de cet objet pour le moins étrange, qu'est le point, il dit tout simplement le point, arraché ainsi à sa position habituelle, prend maintenant l'élan pour faire le bond d'un monde à l'autre, se libérant de sa soumission et du pratique utilitaire. Donc j'avais envie de vous faire réagir sur cette formule de Kandinsky. Est-ce que c'est juste ou non de placer finalement le travail de Pierrette Bloch, selon vous, sous, je dirais, cette parole de Kandinsky? Juste, certainement, puisque vous la citez, donc je ne vais pas vous critiquer, mais... je vous en prie. Non, mais je ne sais pas, Kandinsky, pour moi, c'est un grand théoricien, effectivement. Moi, je vois moins des points que des cercles dans le travail de Pierrette. Et pour reprendre votre question sur l'ampleur, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est la non-ampleur, finalement. C'est le caractère non théâtral, non monumental
quelque chose de l'ordre de l'humain, de la taille de la main en fait, de cette rondeur et cette volonté de rester petit justement, qui est assez rare dans l'art contemporain. Cette modestie structurelle, je dirais, justement du geste, qu'a eu Kandinsky d'ailleurs dans certains de ses tableaux, qui ont interrogé cette question de l'échelle. Et cette question de l'échelle, elle est, me semble-t-il, très importante dans le travail de Pierrette, qui atteint l'architectural et le monumental, mais en superposant, on voit bien dans ces constructions en grille, les briques, en fait, qui s'étendent à l'infini, mais il y a au départ quelque chose de petit, et il n'y a rien de négatif dans le mot petit, mais je pense qu'il me semble-t-il, quelque chose de remarquable dans cette absence de monumentalité, de ce non-héroïsme, en fait, que je trouve, moi, extrêmement émouvant et beau. Fox, vous voulez réagir? Oui, seulement pour dire que je suis tout à fait d'accord. Et pour moi, vous exprimez les qualités dans une façon où vraiment on devient de plus proche avec les objets eux-mêmes. Ce sont les qualités uniques qu'on trouve dans l'art de Pierrette, c'est sûr. Peut-être vous voulez réagir, Julie, non, sur l'humilité? Je dirais qu'il y a le simple complexe aussi. C'est simple, mais c'est complexe. Enfin, je ne serais pas autant catégorique que ça. Je pense qu'il y a du noir et blanc, quoi, dans une notion en amène une autre, une présence en amène une autre. Donc il y a cette simplicité, cette beauté, ce silence, et en même temps, pas du tout de bavardage, mais du sens, du morse, voilà, le morse, le langage, mais sans qui cache le secret, qui doit rester secret. Il y a une forme d'ésotérisme, peut-être sans mettre de mots, mais ni de culture, mais zen. Voilà, il y a. Moi, je sais pas, j'ai pas vu tellement qu'on l'ait évoqué dans des entretiens. Dans les textes. Je crois qu'il y a un rapport Ésotérisme. avec la Chine. Oui. Moi, je parlerais plutôt de spirituel que d'ésotérisme. Oui, mais dans le plein, le vide, la quête du plein. Ce qui m'intéresse aussi, c'est plus des sensations là, mais c'est le vide entre les formes. Et c'est pour ça que je dis que c'est difficile aussi à imiter le vide entre les formes. C'est cette ponctuation qui, pour moi, est presque magique, rituelle. Bien sûr, beaucoup de personnes l'ont évoqué. Et c'est cette force du vide et du plein qui fait aussi sa particularité, sa beauté. Je suis d'accord avec ce que vous dites à propos de cette force, et je trouve qu'avec chaque œuvre, on entre dans la recherche avec Pierrette, et il y a toujours l'invention. Chaque fois que je regarde cette expo, il n'y a jamais de répétition, mais toujours une qualité d'invention de quelqu'un qui a envie d'aller plus loin, de trouver un autre chemin, et ça, c'est une qualité remarquable. Oui, il est vrai que quand on se rend à une exposition de Pierrette Bloch, on peut avoir à l'esprit de se dire que l'on sait ce qu'on va voir, et qu'en fait, on ne voit jamais ce que l'on a pensé. Oui, exactement. C'est ça que vous voulez dire. Oui. Que c'est sans cesse dans cette richesse d'invention. Oui. Et ça, je pense que il me semblerait que c'est justement lié à cette idée de rituel. Et c'est vrai que, comme j'aime bien les mots, moi aussi, je joue avec, et Kandinsky ne m'obsède pas, mais c'est vrai qu'avec du rituel au spirituel, il me semble qu'il y a là exactement ce qui qualifie la trajectoire finalement de ce travail. Pour répondre peut-être plus précisément à votre question, qui est une bonne question,
comment reboucler dans l'histoire de l'abstraction ou des abstractions le travail de Pierrette Bloch avec celui de Kandinsky. Je pense que justement, et pour redire un petit peu ce que j'ai dit au début, Pierrette Bloch va faire partie de ces artistes qui vont pousser plus loin en fait l'exploration d'un certain type d'abstraction, pour moi en tout cas, et se positionner dans ce que j'appelle l'abstraction excentrique, enfin d'aller justement au-delà de la définition qu'a pu en donner Kandinsky, qui pensait, je pense, cartographier l'abstraction, non seulement son abstraction, mais celle de tout le siècle, en espérant qu'il allait comme ça mettre la main dessus. Et je pense que là, ça lui échappe. En fait, ce qui est montré ici, ce que fait Pierrette Bloch dans son travail, ça lui échappe totalement. C'est-à-dire qu'on est au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Et c'est ça que je trouve très fort, c'est qu'on est vraiment dans un autre territoire de l'abstraction. Alors, vous me rappelez avec ces paroles, j'ai eu l'opportunité de faire une exposition il y a quelques années à laquelle participait Pierrette Bloch, qui s'appelait L'ivresse de l'absolu, dans laquelle j'avais convié un certain nombre d'artistes, dont un qui m'était aussi très cher, qui n'est plus, et qui s'appelait Roman Opalka. Et je voulais simplement vous demander, est-ce que la formule que Roman employait pour parler de son travail, à savoir sculpter le temps, c'est une formule que vous pensez totalement adaptée aussi à dire le travail de Pierrette Bloch? Julie? Oui, par ce petit jeu de mots, bloc-temps, enfin voilà, c'est vraiment cette dimension qu'elle atteint avec ces différentes je ne sais pas si on peut dire périodes de son œuvre. Comment dire, enfin, il me semble que j'ai un peu évoqué cette question par rapport à la pellicule, la dimension de ces œuvres par rapport au geste qui pourrait être une forme d'incarnation d'une temporalité, la ponction, c'est comme oui, c'est aussi le côté tridimensionnel, par l'ombre et par ces tissages de crin, parce qu'il n'y a pas que, il y a aussi un travail qui est exposé assez intéressant dans la salle qui est là-bas, où ça fait bloc de tissage, voilà, et que effectivement pour un autre crochage on peut mettre en perspective. Enfin, je sais pas, il y a des. Là, je vais y revenir, mais je pense que j'ai déjà exposé un peu cette histoire de bloc, d'espace bloc. Pour répondre à votre question, oui. Si j'ai raison, c'est Opalka que j'admire beaucoup, qui travaille avec les petits chiffres. Oui. Et pour moi, non, ça, ce n'est pas une question de sculpture des temps, parce que pour moi, chez Pierrette, elle va avec les temps, c'est la fluidité, ce n'est pas... elle est très, pour moi, l'art, comme on voit ici, et surtout les shows avec ficelle, et elle est très à l'aise avec le temps. C'est comme une danse, mais pas de rythme imposé, pas d'imposition, effort de sculpter le temps, mais une fluidité surtout. Camille? Ce qui me semble aussi très étonnant dans le travail de Pierrette Bloch et qui, je trouve, nous interroge finalement, c'est l'absence de système. Et on est dans un monde qui aime bien, on a envie de trouver la clé de lecture, la grille, le chiffre idéal, le mot idéal. Et en fait, on n'y arrive pas. Et c'est ça qui est, je trouve, une leçon en fait aussi pour nous d'humilité. Une liberté. D'une part, une partie de ma réponse, l'autre, c'est quand même une forme de folie.
pardon, moi qui suis d'un naturel impatient, quand je regarde certaines de vos œuvres, je me dis mais quelle patience, enfin, il faut s'y mettre, recommencer. Et c'est peut-être le point commun avec le travail de Roman, c'est ce caractère de construction intense, mais sans système en même temps. Et je pense que c'est compliqué de ne pas avoir de système finalement, probablement. Mais dans la question de la sculpture, le collage aussi, oui. Le passage à l'œuvre qui est refractionnée, qui est recomposée, qui offre une autre facette. Alors bon, voilà. Oui, je pense que le collage la question trouve son écho dans la sculpture. Voilà, c'est pour ça que bloc construit, bloc déconstruit, mais bon, c'est juste... Alors, je vois l'heure qui tourne quand même assez rapidement, l'air de rien. Peut-être, avant de nous adresser à l'auditoire, une question comme ça aussi, alors très très simple, qui me vient à l'esprit, c'est, au bout du compte, chacun que vous êtes, qu'est-ce que vous attendez de l'œuvre de Pierrette Bloch ? Question dure. Moi, je dois dire que ce n'est jamais une question que je me pose. Alors, je ne vais pas me la poser plus pour Pierrette que pour quelqu'un d'autre. Oui. Alors, qu'est-ce que vous trouvez que l'autre ne vous donne pas ? Nous avons à la Fondation Albers une très petite salle avec 3 œuvres de Pierrette. Chaque fois que j'entre cette petite salle, je suis ému, calme, amusé. J'ai un sens de liberté, un sens de plaisir, et ça arrive toujours, c'est-à-dire de temps en temps. Inépuisable. Oui. Et chaque fois que j'entre cette chambre, ce que j'attends, je trouve, mais toujours plus. Toujours plus. C'est vraiment une qualité de plaisir, comme un grand sourire. Julie ? Elle nous offre le temps, l'infini. Moi, j'ai reçu l'inattendu, parce que j'ai évoqué... c'est vrai qu'elle m'a projeté sur, alors que j'avais plus que jusqu'à maintenant des approches plutôt d'historien d'art, sur à nouveau des notions philosophiques sans tuer l'œuvre, mais c'est vrai que voilà, c'est assez complexe ce travail de sculpture du temps, de bloc-temps, ouais. Et si je peux ajouter, je trouve aussi toujours une qualité de générosité. Et c'est rare. Camille, maintenant, a sa réponse. Bon. Moi, j'attends que le travail de Pierrette Bloch soit mieux reconnu, plus vu. Et je remercie la galerie de faire un si beau travail de reconnaissance, de visibilité. Pas tout à fait répondu à la question, mais c'est ce que j'avais envie de dire. C'est une manière d'y répondre. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, à dire, que vous voudriez faire passer ? Moi, je me pose une question. Je vous pose la question, en fait, quand pensez-vous que Pierrette arrête son dessin, en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'elle passe à un autre papier ? C'est son choix de support. Le choix de support, le choix de support par rapport justement à ce qu'elle reprenne un papier. D'après ce que je peux avoir vécu d'expérience à l'atelier, sans que je l'ai jamais vraiment vu travailler, mais pour avoir compris comment les choses pouvaient se passer, il me semble, mais Pierrette est à même de me corriger, évidemment, si je me trompe, c'est qu'il y a quand même des
des paquets comme ça de papier qui sont là. Il y a ce moment du travail qui advient. Alors là, je ne sais pas pourquoi il est là à ce moment-là plutôt qu'à un autre. Et à ce moment-là, il y a le stock qui est là. Et c'est qu'est-ce qui va marquer la fin? C'est l'objet du support sur lequel elle travaille. Elle ne va pas le déborder. Il n'y a pas de hors-champ. Il n'y a pas de hors-champ, pour parler cinéma. Non, je crois que c'est là, à un moment donné, et ça se donne à être. Justement, la question du cadre aussi, le geste qui ne sort pas du cadre. Enfin voilà, moi je me pose la question de la limite, quelque part. Mais elle est intrinsèque à la démarche, de toute manière, à la question de la limite. Bon, vous avez posé la question si nous avons des questions. Oui. Moi j'en ai un. C'est qui, ou dans le gouvernement français, ou en Suisse, Allemagne, ces temps-là, c'est compliqué. Ou c'est quel collectionneur, mais c'est qui peut créer un musée Pierrette Bloch avec une bonne architecture très simple, où on peut toujours regarder beaucoup d'œuvres bien accrochées, sans avoir besoin de rien discuter, seulement de regarder pour tout le temps. Ça, c'est ma question. Alors, je ne sais pas qui a la réponse. Moi, je ne l'ai pas vraiment, mais on peut espérer... La Suisse peut faire quelque chose, mais voilà, c'est la volonté de Pierrette. Si elle aime la Suisse, non, on peut espérer que cela arrivera, et le plus tôt sera le mieux, évidemment, mais la réponse, elle est difficile, la réponse. Ou alors, il faut trouver un énorme mécène qui nous fait ce cadeau. C'est pas simple, hein. Non, la Fondation Albert, ça a été créée après le décès du peintre? La Fondation a été créée pendant leur vie, mais ce que nous avons et le musée Albert, c'est tout après. D'accord. Oui, je ne savais pas, c'est pour ça. Une question ou quelque chose? Non? Alors, on va peut-être se tourner vers vous, le public, et est-ce que vous avez des questions à poser? Bonsoir. Moi, ce que je ressens, c'est que quand on ne regarde plus, finalement, ça continue vraiment dans la tête. Et ce que je ressens, effectivement, j'ai eu une grande proximité avec Opalka, sauf que Opalka, tel que je l'ai compris, il s'impose le temps, alors que là, Pierrette Bloch, j'ai eu l'impression qu'elle marque le temps, mais sans brusquerie et d'une manière un petit peu moins obsédante, si j'ose dire, et toujours avec une très très grande tendresse. Et c'est ça qui, pour moi, symbolise son travail. C'est peut-être pour ça que j'ai envie de l'avoir dans la tête. Quand vous dites qu'Opalka s'impose le temps, je ne vous suivrai pas. Parce qu'il allait au travail sans qu'il y ait de règles absolues. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail quotidien. Il pouvait très bien ne pas travailler pendant une semaine. Et puis il y allait pendant 3 heures. Il pouvait y aller 3 fois 2 heures dans la journée. C'est-à-dire que là, je crois que souvent, il y a un malentendu par rapport au travail d'Opalka. Il n'y avait pas cette réglementation temporelle, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je tiltais à mon oreille sur le s'imposer. Mais sinon, le reste, je l'entends parfaitement. Monsieur ? Bonjour. Bonsoir plutôt. Moi, je suis un artiste de Strasbourg. Vous ne me connaissez pas, moi je vous connais. J'ai monté une exposition à Toulouse récemment sur le thème de la peinture répétitive. Dans cette exposition, dans un centre d'art, il y avait bien sûr Pierrette, mais j'avais mis avec Opalka, Toroni, il y avait également Robert Reimann, et il y avait Agnès Martin. Une
une autre artiste de Toulouse qui n'est pas connue, Marine Bourgeois, et moi-même. Et on est tous de cette famille sans être exactement au même niveau. Mais ce qui nous lie tous, c'est la sensibilité profonde du travail journalier qui nous appelle. Moi, je vais tous les jours devant mes toiles, je passe des heures pour faire des tout petits cercles sur des grandes toiles carrées à la berce. Et j'ai voulu montrer cette expo pour dire que, avec le langage presque similaire, on peut écrire des choses complètement différentes, mais ce qui nous lie tous, je pense que c'est la sensibilité, c'est une danse arrêtée. Alors bien sûr, chez Pierrette, il y a en plus cette générosité, ce pas fini, cette chose qui est inexpliquée, parce que dans Toroni, c'est théorique, voilà, 30 cm, 30 cm, le pinceau de 5 cm. Mais si on regarde Agnès Martin, qui a éliminé au début toutes les œuvres du début de sa vie, et à la fin, il y a une grande générosité, mais, comment dire, avec une rigueur. Là, il n'y a pas la rigueur. Il y a la danse, il y a la... comment dire... Mais tous, et alors Riemann, bien sûr, c'est pour moi très important, c'est la répétition aussi du blanc. Toute sa vie, il a répété le blanc de toutes ses formes possibles, mais c'est la répétition dans la sensibilité. Alors, j'ai bien aimé tout ce que vous avez dit, parce qu'il y a tout dedans. Voilà. Et moi, je ne suis qu'un artiste, et donc je ne peux pas aller plus loin. Théoriquement, ce n'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Bonsoir. Je voulais réagir en particulier à ce qui a été dit au début du débat par Camille Morino, mon ami Camille Morino. Moi, j'ai écrit 2 fois sur Pierrette Bloch, donc j'ai essayé en tout cas, dont une fois pour l'exposition que nous voyons ce soir dans le catalogue. Et au fond, ce qui m'a frappé, surtout cette fois, en essayant de réfléchir à nouveau sur l'œuvre, et ça contredit un peu certaines choses qui ont été dites tout à l'heure, c'est que quand on réfléchit à cette œuvre, quand on travaille, quand on rédige un texte, il faut sans arrêt, me semble-t-il, rejeter le comparatif avec l'écriture, qui vous revient sans cesse comme un ressort, vous revient dans la figure, il faut le repousser tout le temps. En fait, on est un peu aidé quand on regarde, parce que si je regarde autour de moi, je ne vois pas beaucoup d'œuvres qui pourraient faire allusion à l'écriture directement, mais il y en a, c'est vrai, les lignes, etc. Mais je crois qu'il faut sans arrêt se garder de cette comparaison trop facile et, à mon avis, inexacte. Et petit témoignage que j'ajoute, c'est que ça complète un peu ce que vous venez de dire, c'est que à la fin des années 80, j'ai organisé une exposition de Michel Parmentier. Et un beau jour, et Michel Parmentier, pour ceux qui n'ont pas connaissance de son comportement d'artiste, était quelqu'un qui était féroce avec la quasi-totalité de ses contemporains et qui a écrit même des choses extrêmement dures, voire injustes, avec beaucoup d'entre eux. Et dans un texte qu'il m'avait envoyé pour publier dans le catalogue, tout d'un coup, au détour d'une phrase, il dit, au fond, il y a quasiment aucun artiste aujourd'hui, sauf Pierrette Bloch.
Et ça m'avait beaucoup frappé parce que je connaissais l'œuvre de Pierrette Bloch, je connaissais Pierrette elle-même. Je l'avais peut-être, regardé de façon un peu superficielle, et en voyant cet artiste que j'admirais et qui avait un travail tellement extrême, tellement rigoureux, tellement essayant d'être le plus ténu, le plus pauvre possible, qu'il écrive ça, qu'il fasse cette allusion à l'œuvre de Pierrette, ça m'avait beaucoup frappé. C'était pas un hasard. Il a recommencé, il a réécrit un petit texte sur l'œuvre de Pierrette. Et je pense que, voilà, je le joins, mais les deux parties de ma petite intervention, parce que entre refuser de regarder l'œuvre comme une écriture et puis regarder certains travaux de Michel Parmentier, en particulier les travaux faits avec le crayon, et les mettre dans cette même ambiance de recherche à la fois esthétique et à la fois d'aller le plus loin possible dans quelque chose qui disparaîtrait en quelque sorte. Je crois que c'est une façon d'aborder l'œuvre et d'essayer d'écrire dessus. Alors Camille, à vous, hein. À vous de jouer. Oui, j'espère. Oui, ma question est la suivante. Je m'étonne qu'en présence de l'artiste, on ne se soit pas adressé à l'artiste et à défaut de la fatiguer, pourquoi pas avoir cité davantage les écrits de Pierrette Bloch, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Et vous bavardez entre vous, et comme si l'artiste était absente. Mais on a l'impression, d'autre part aussi, je m'étonne aussi que vous ne connaissiez pas, pour certains ou certaines d'entre vous, cette œuvre monumentale, généreuse, et tout ce que vous avez pu dire de correct, de juste et tout, depuis si peu de temps. Vous dites 10 ans, 12 ans et tout, alors que Pierrette, ça fait quand même plus que 10 ans qu'elle travaille. Donc je m'étonne un peu de vos interventions. On a l'impression aussi que vous n'êtes pas très bien informé sur... vous dites oui, elle a fait du mime, elle n'a pas fait du mime et tout. Enfin, bon, je ne veux pas polémiquer. Simplement, je dis simplement, c'est dommage un peu de ne pas avoir profité mieux de la présence de Pierrette, et d'autre part des écrits qu'on aurait pu citer. On entend bien, on entend bien. Alors, rassurez-vous, il y a une moyenne qui s'établit dans la remarque de la connaissance que vous faites, parce que je n'ai pas personnellement dit depuis combien de temps je la connaissais, et c'était un petit peu plus, ce qui permet un peu de réduire la moyenne. Mais non, la présence de Pierrette est remarquable. Il était difficile de lui demander de prendre la parole. J'ai bien compris. Elle est sur les murs, c'est exact. En tout cas, vos interventions sont un peu plus intéressantes. Merci Alfred d'avoir fait cette mention de Parmentier. Et c'est vrai que finalement, c'est peut-être là le plus bel hommage qu'on peut rendre, c'est quand un artiste mentionne le nom d'un autre. Parce qu'on sait des fois que dans ce monde-là, on se mange beaucoup. En tout cas, là, c'était une très belle référence. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut intervenir? Oui. Juste une petite chose, je suis moi émerveillé par l'économie de moyens que Pierrette utilise. C'est-à-dire que c'est tellement fait avec peu de choses que c'est ce qui m'impressionne le plus, quoi. Enfin, pas seulement, mais on n'a pas tellement parlé de ça, mais c'est tellement peu de choses au niveau enfin peu de choses et en même temps immense dans la manière de faire. Si j'étais un peu maladroit, je te dirais, Daniel, d'être maladroit. Non, pas du tout. Je te dirais que lorsque j'avais fait un article, c'était peut-être le premier, j'étais pas peu mécontent d'avoir trouvé la formule « un point, c'est tout ». Et c'est peut-être une manière aussi de conclure, vous l'avez compris, la dialectique ne m'échappe pas plus que lorsque je mets sur le tapis la question de l'écriture. Merci beaucoup, merci Camille, Fox et Julie. Et bravo Madame Pierrette Bloch.